À présent, je vais appeler Alexis Rayapoulet, qui va animer la table ronde sur le modèle du handicap. Peut-il être inspirant pour penser l'accompagnement des maladies neuroévolutives? Voilà, vous pouvez les applaudir. Bonjour à toutes et à tous. Avec cette table ronde, on va continuer d'explorer le thème de la journée, c'est-à-dire les liens qu'il y a entre handicap et maladies neurologiques évolutives avec nos trois invités, Valérie Serraz, Kevin Charras et Grégoire Pocheveux. Euh, on a vu ce matin qu'il y a un certain nombre de ponts qui s'opèrent entre les deux, mais qu'il y a quand même des logiques un petit peu différentes dans la catégorie de handicap et dans la catégorie de maladie. Le handicap a connu beaucoup d'évolutions en parallèle depuis le début du XXe siècle. On a commencé au début par penser le handicap uniquement en termes médicaux, c'est-à-dire en localisant à l'intérieur des corps la cause des dysfonctionnements, et puis est arrivé un peu plus tard le modèle social du handicap au milieu du XXe siècle, où on a commencé à l'inverse, à considérer que c'était à l'extérieur, plutôt dans l'environnement, qu'il y avait la cause des dysfonctionnements. Et puis aujourd'hui, on est plutôt sur des modèles interactifs. Dans le handicap, c'est une histoire d'adéquation entre l'environnement et le fonctionnement interne du corps. Là où dans la maladie, on voit qu'on est encore, ce que disait Fabrice Xilière, quand même beaucoup dans une compréhension biomédicale, c'est-à-dire qui localise à l'intérieur des corps et qui cherche à comprendre dans la biologie la cause des plaintes, même si évidemment ça se déplace. Malgré tout, on a commencé à voir qu'il y a des ponts entre les deux, et d'ailleurs Stéphane Zigart ce matin parlait de la notion de handicap psychique qui commence à faire le pont. Et donc pour continuer à explorer ça avec nos invités, euh, je vais commencer par me tourner vers toi, Valérie Serraz. Tu es médecin gériatre et de santé publique, praticien hospitalier en hôpital de jour au centre gérontologique départemental ici à Marseille. Et tu appartiens au consortium international Interrail, dont on reparlera certainement plus tard, qui développe un outil d'évaluation de la situation des personnes les plus vulnérables. Et je voudrais simplement commencer par te poser la question qui est le titre de cette table ronde. Le modèle du handicap peut-il être inspirant pour penser l'accompagnement des maladies neuroévolutives? Merci, bonjour à tous. J'avais la charge de faire une petite analyse critique de la question, donc plus analyse que critique de la question. Donc c'est mes collègues qui m'ont chargé de faire, on avait partagé un petit peu 2-3 petites réflexions concernant la question. Alors le début, le modèle du handicap, et Kevin, qui est bien plus spécialiste et expert en termes de handicap, en parlera. Mais c'est vrai que j'avais dit que modèle de handicap, si en tout cas on pensait au modèle de handicap en France, c'était quelque chose qui évoquait un petit peu plus le médico-économique, l'administratif et ce champ du handicap. Et vous connaissez tous les certificats qui sont remplis pour pouvoir accéder à des droits à la maison départementale du handicap. Donc quelque chose qui est quand même qui est fait pour ouvrir des droits sans forcément commencer par une analyse de la situation du handicap. Et encore une fois, Kevin parlera bien mieux de moi, que moi de tout ça. La deuxième partie de la question m'a quand même bien interpellée. Et c'est intéressant qu'elle m'interpelle en fait parce que je ne pense pas qu'on accompagne une maladie. On accompagne une personne qui souffre d'une maladie, qui est victime d'une maladie, qui est une maladie, mais on n'accompagne pas une maladie. Et ça, je crois que si en plus on rentre dans le champ du handicap, c'est d'autant plus important de penser que les chercheurs s'occupent des maladies, éventuellement les médecins s'occupent de la maladie, mais dans le champ du handicap, on s'occupe de personne. Alors, vous dire que pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je pense que, alors, ce matin, on disait qu'entre la maladie et le handicap, est-ce qu'il faut faire un choix?
Alors je crois que non, hein, que les deux orateurs de ce matin ont bien dit qu'il fallait un pont entre la maladie et le handicap, et en aucun cas faire un choix dans les maladies neuroévolutives de est-ce qu'on reste dans le champ de la maladie ou est-ce qu'on reste dans le champ du handicap. Il faut que les deux apprennent à travailler et qu'ils ne se donnent pas plus une importance les uns que les autres. Alors bien entendu, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois que dans les maladies neuroévolutives, et peut-être que c'est finalement dans toutes les maladies et dans la vie en général d'ailleurs. Donc, je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais ça va revenir. Donc, ok, le sanitaire, le médical est important, mais il ne fait pas tout. Alors le médical, on va dans le champ de médical pour avoir un diagnostic, et ce matin, ça a été aussi exprimé par quelqu'un qui vivait tout ça. Avoir un diagnostic, le champ du médical, avoir des traitements, mais après, on sort de là-dedans. Et cette maladie, il ne faut pas que ce soit ça qui définisse un être humain. Donc, c'est pas je voudrais que vous accompagniez mon Alzheimer, ou que je voudrais que vous accompagniez l'Alzheimer de ma mère ou l'Alzheimer de mon mari. Non, je voudrais que vous accompagniez mon mari qui souffre d'une maladie d'Alzheimer. Donc, moi, alors ça, je vais vous le répéter à plusieurs reprises, hein, j'ai le droit, on me l'a dit. Donc, je crois que, alors, pas forcément du handicap, mais encore une fois, Kevin y reviendra. Vous m'arrêtez si je suis trop longue. Moi, j'aime entendre le fonctionnement de l'être humain, le fonctionnement de cet individu qui est atteint par une maladie. Et ça, ce fonctionnement, il est défini dans la classification. On en a parlé ce matin, ça a été évoqué dans la classification internationale du fonctionnement, de la santé et du handicap. Et je crois qu'il ne faut pas louper ce fonctionnement. Et ce fonctionnement, il est absolument incroyable, il est absolument extraordinaire pour tous les professionnels qui accompagnent quelqu'un qui a une maladie neuroévolutive. Alors, je vous donne cette définition bien précise qui est inscrite dans la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé de l'OMS en 2001. Alors, vous allez me dire, c'est 2001, c'est vieux. C'est vieux, pour autant, on ne l'a pas forcément intégré aujourd'hui en France encore si bien que ça. Et vous donnez une petite phrase qui m'a toujours interpellée. Deux personnes qui ont la même maladie peuvent avoir un niveau de fonctionnement complètement différent. Donc c'est pour ça que oui, la maladie, mais surtout le fonctionnement. Alors, ce fonctionnement, c'est quoi? Et ça, comme je n'ai pas pu l'afficher sur une diapo, je vous le dirai à plusieurs reprises, je bégayerai, et écoutez bien, parce que c'est extraordinaire et c'est la vie et c'est nous tous finalement. Le fonctionnement humain, définition dans l'OMS, dans la classification, est la résultante d'interrelations dynamiques d'un être humain, hein, entre ses ressources personnelles, les éléments singuliers de sa vie, de son histoire, ses proches, ses choix, l'environnement dans lequel il choisit et son état de santé, et bien entendu, et son état de santé, et c'est là qu'on met la maladie. Je répète, le fonctionnement humain est une résultante d'interrelations dynamiques. À tout moment, elles changent, elles évoluent, comme dans les maladies neuroévolutives et comme dans la vie en général, entre ses ressources personnelles, les éléments singuliers de son histoire, ses choix, ses proches, l'environnement dans lequel il choisit de vivre et son état de santé. Et tous ces éléments, quand on veut comprendre une situation de handicap, tous ces éléments-là, on doit les prendre en considération parce qu'elles changent beaucoup de choses. Alors, résultant d'interrelations dynamiques, je reviens sur ces points. Les ressources personnelles, c'est quoi? C'est toutes les ressources qu'on a et qui peuvent être des forces pour limiter une situation de handicap qui pourrait intervenir à un moment. Les ressources personnelles, pour moi, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, c'est ses loisirs, son travail, puisqu'il y a des gens jeunes qui ont des maladies neuroévolutives et qui continuent à travailler, ses moyens financiers aussi, parce que je pense que ça, on ne peut pas le négliger, sa personnalité, son caractère, ses activités sociales, ses interrelations, ses croyances, ses émotions, sa culture et son âge. Parce que l'âge n'est pas forcément, l'âge avancé n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais peut être une ressource et une force
dans le fonctionnement. Les éléments singuliers de son histoire, ils sont tous différents et c'est pour ça qu'on voit bien que deux maladies identiques et même avec des lésions extrêmement identiques, quand on regarde les imageries médicales, ben, ce ne sont pas les mêmes personnes. Et donc, les éléments singuliers de son histoire, les événements anciens, les événements plus récents, tout ce qui laisse des cicatrices physiques, mentales, dont le vécu peut être positif mais négatif aussi, et qui explique des comportements et des habitudes de vie. Ces choix, et ça je crois qu'à tout moment, on doit toujours interpeller la personne sur les choix qu'elle fait, des choix personnels de vie privée, de vie sociale, sans les juger, elles sont propres à chacun, des choix qui doivent être complètement respectés et connus de tous les intervenants et de toutes les personnes qui sont impliquées dans l'accompagnement, librement exprimés. Les proches, la famille, les amis, les types de relations, l'implication des proches, et ce rôle un petit peu important sur lequel je reviendrai, de celui qu'on appelle le proche aidant. Parce que ce proche aidant, celui qui vit avec la personne qui est malade, il va vivre une situation de handicap en fonction lui-même de son fonctionnement et de tous les éléments qui expliquent son fonctionnement. Donc je crois c'est important aussi de voir que cette interrelation, c'est une interrelation aussi entre plein de personnes qui ont un fonctionnement et plein de choses qui évoluent dans leur vie et qui expliquent ce qu'elles sont aujourd'hui. Et en dernier, alors je mets en dernier, mais il a aussi son importance et son état de santé, ça veut dire tous les problèmes de santé qu'il peut avoir, les autres maladies aussi, parce que parfois, et quand on avance en âge, alors moi je suis gériatre, donc je m'occupe plus de personnes qui avancent en âge, et elles cumulent les pathologies, et elles cumulent même les pathologies neuroévolutives. Donc c'est un élément important, mais c'est pas l'élément essentiel. Vous parlez aussi de l'environnement, de tout l'environnement de la personne, parce qu'on n'est pas, malgré la maladie identique, selon l'endroit où on vit, on pourrait ne pas arriver à une situation de handicap, alors qu'on pourrait arriver plus rapidement à une situation de handicap lorsque la personne vit dans un endroit qui n'est pas forcément adapté. J'insiste sur cet environnement parce que je crois que c'est là que la société doit intervenir. Parce que, donc Kevin, après, je te laisse la parole. Mais je crois que la société, elle fait le handicap parfois. Et qu'on pourrait ne pas être en situation de handicap si la société donnait les moyens d'adapter la vie des personnes qui sont en difficulté dans certaines situations. Et on n'arriverait pas à la situation de handicap telle qu'elle est représentée aujourd'hui dans notre pays. Merci. Et en fait, finalement, par le déplacement où tu veux remettre la personne au centre, de la même manière que dans le handicap, on est passé à l'acception personne en situation de handicap. On pourrait presque dire qu'on devrait parler de personne en situation de maladie, la maladie n'étant qu'une infime partie de l'ensemble du fonctionnement de la personne. Alors, on va continuer avec Kevin Charras. Tu es docteur en psychologie, directeur du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité du CHU de Rennes, également président du Gérontopole breton Cause Ensemble, j'espère que je prononce bien le breton. Et tu es auteur de 2 livres, Maladie d'Alzheimer et Troubles apparentés, en 2020 et en 2022, S'affranchir du concept de handicap, aux éditions InPress. Et apparemment, tu as la tâche de nous clarifier beaucoup de choses. J'ai la lourde tâche de clarifier beaucoup de choses. Merci Valérie. Ouais, vas-y. Oui, non, donc tu ne parles pas, toi, de modèle de handicap, mais plutôt de paradigme ou de concept, et tu nous invites à en sortir. Et donc, la question que je voudrais te poser, c'est pour aller vers quel paradigme et comment est-ce que ça peut nous aider dans le cadre des maladies neurologiques évolutives ? Bonjour à tous, d'ailleurs. Merci pour l'invitation. Je pense qu'effectivement, on parle plutôt de paradigme du handicap, mais je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le paradigme social finalement du handicap qui est assez intéressant et qu'il faut aussi prendre en considération. Et en fait, c'est regarder aussi ce qu'il pointe, ce paradigme-là, c'est de se dire finalement le handicap, la situation de handicap d'ailleurs, c'est finalement la combinaison d'un certain nombre de déficiences, de difficultés que peut rencontrer une personne dans la perception de son environnement, dans la manière de se mouvoir dans son environnement, dans la manière d'appréhender son environnement. Et
les imperfections de cet environnement-là. Donc on est vraiment dans cette combinaison-là, et c'est ça qui va définir finalement cette situation de handicap. Après, c'est vrai que quand on parle de maladies neuroévolutives, en tout cas dans le grand âge, notamment sur la maladie d'Alzheimer, et ça m'a toujours un peu choqué parce que j'ai toujours eu du mal à me représenter ça, on parle de dépendance, voire de grande dépendance. Ma première question, moi, c'était de me poser la question, de me dire, et c'est pour ça que alors que je suis quand même dans la géronto et je ne suis pas du tout du milieu du handicap, et ça, je tiens à le préciser, ma première question, c'était de me poser la question de savoir, est-ce que la dépendance, c'est un handicap? Ou est-ce qu'un handicap, c'est une dépendance? Et lequel, finalement, en fait? Est-ce qu'on est en train de parler de la même chose ou non, en fait? Il s'avère que, quand on regarde la définition du handicap, c'est un handicap qui est inné ou qui est acquis. Donc, du coup, une dépendance arriverait dans le champ des handicaps qui seraient acquis. Donc, effectivement, on parlerait bien d'un handicap. Et un handicap, ça ne se cantonne pas qu'à la sphère physique. Il y a eu la sphère psychique dont on a parlé ce matin, mais il y a le handicap cognitif aussi, qui est relativement important, alors qui est moins aisé à comprendre, à imaginer sur des compensations, des choses comme ça, mais c'est un handicap qui existe bien. Et en fait, moi-même étant anglo-saxon, en fait, d'origine anglaise, c'est vrai que j'ai regardé un peu le terme de disabilities qu'on utilise en anglais. On ne parle pas de handicap en Angleterre, on parle de disabilities. Et ça m'a fait poser la question de savoir ce que finalement on utilise les bons termes pour désigner ça. Et en fait, je me suis un peu penché sur ces questions-là, et c'est ce qui a un peu fait le démarrage de l'ouvrage qu'on a pu publier avec Colette Thénard, Fanny Serrez et Ankel Serrez. C'est de me poser la question du handicap, qu'est-ce que c'est? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de parler des habiletés des personnes? Pourquoi je parle des habiletés? C'est parce que moi, dans mon expérience, notamment avec les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on fournissait les bonnes choses et les bonnes ressources dans l'environnement de la personne, et j'en ai refait l'expérimentation, et je l'ai refait l'expérimentation très fréquemment, et j'en ai refait l'expérimentation il n'y a pas très longtemps, où j'ai envoyé un groupe de 6 personnes avec une maladie, avec des troubles cognitifs, et trois soignants pendant 5 jours dans un Airbnb qu'on a loué tout simplement en Bretagne en début du mois d'octobre. Et en fait, la maladie, au bout d'un moment, les handicaps dus à la maladie d'Alzheimer s'effaçaient au fur et à mesure. Et donc, du coup, ce dont je me suis rendu compte, c'est de me dire, en fait, à partir du moment où on fournit un certain nombre d'éléments, de ressources dans l'environnement, on peut aussi compter sur ces ressources-là pour développer d'autres stratégies pour finalement venir, pas compenser, mais venir trouver une autre voie finalement vers les difficultés qu'on peut trouver. Et c'est là où je me suis dit, peut-être qu'il y a des habiletés, en pensant aux disabilities, qu'on pourrait peut-être creuser en fait. Et c'est vrai que les habiletés, quand on regarde la définition, et c'est une définition que je trouve assez intéressante, on sort des capacités de la personne, on sort des capacités de la personne, on sort des compétences, des validités, des choses comme ça. Là, on parle d'habiletés, et les habiletés, c'est la qualité d'un individu de pouvoir mobiliser et adapter ses ressources, qu'elles soient psychologiques ou motrices, en vue d'atteindre un but. Quand on parle d'adaptation, on parle d'intelligence. Quand on parle d'adaptation, on parle d'ingéniosité aussi de l'individu. On parle de dextérité. On parle de dextérité manuelle, d'habileté manuelle, par exemple. Donc il y a tout un champ de raisonnement, finalement, de se dire on peut développer des habiletés pour atteindre un but. Et on n'est pas obligé de développer les mêmes habiletés, les habiletés des uns des autres pour atteindre ce même but-là. On n'y arrive pas tous de la même manière. Et ça, il n'y a qu'à voir la théorie de l'affordance et la vie des vicariances de Maurice Reclin, où finalement on se rend bien compte qu'il y a plein de stratégies différentes, comportementales, cognitives, pour arriver à un même objectif. Donc ça, c'est vrai que je suis parti de là, et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on n'avait pas les moyens, les ressources dans notre environnement pour pouvoir exprimer ces habiletés, on avait des habiletés qui étaient troublées, assez simplement. Et du coup, on peut vite retrouver le terme anglais disabilities en disant il y a une disabilité, c'est-à-dire qu'on a des habiletés qui sont troublées par l'interaction de l'individu et de son environnement. Et c'est vrai que ça faisait un peu plus sens pour moi de me dire, oui, sur une disabilité, finalement, on va bien comprendre que c'est pas l'individu qui est au centre de tout ça, mais c'est bien l'environnement dans lequel il se trouve qui ne lui permet pas d'exprimer ses propres compétences. Ça rejoint du coup un peu tout ce que disait Valérie à l'instant, de se dire,
c'est pas la maladie en tant que telle qu'on va rechercher, c'est la personne qu'on va accompagner, c'est la personne sur laquelle on va porter une attention. Et c'est toute cette notion de person comes first, qui est l'accompagnement centré sur la personne que Fabrice citait très justement hier, hein, de Tom Kitwood, où il y a cet amour qui est au milieu, mais il y a cette personne d'abord qui va être le centre de notre attention. Et donc ça indique finalement des personnalités différentes. Alors qu'on parle de personnes, ça indique aussi des appétences différentes pour arriver à surmonter une difficulté que ces personnes-là peuvent rencontrer. C'est toute une histoire de personnalité, de motivation qu'on va avoir. C'est cette singularité finalement qu'on va venir interroger en fait dans cette dimension. Et ça me semble plus juste finalement de partir sur une disabilité, sur ce côté personnifié finalement de la manière dont on va interagir avec notre environnement, de la manière dont on va pouvoir faire face finalement à un certain nombre de difficultés. Du coup, ça vient aussi questionner tout ce côté de normativité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une compensation en réponse à une disabilité. Alors du coup, je n'utilise plus le terme handicap au cours de ce... bien que je l'utilise encore dans la vie courante, mais pour faire face à une disabilité, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un standard, il n'y a pas une norme, il n'y a pas une manière de faire. Et là, l'objectif, c'est de compter sur les performances et les compétences de la personne et de pouvoir développer celle-ci et de pouvoir développer des opportunités finalement au regard de ce qu'elle sait faire, comment est-ce qu'elle sait le faire, comment est-ce qu'elle sait finalement exploiter ses propres ressources pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre. Et par conséquent, c'est plus tellement une question de prothèse ou quoi que ce soit, c'est d'accepter que chacun fait différemment dans la vie quotidienne pour atteindre un même but. Du coup, ça nous renvoie un peu à ce que disait Sylvie Robin ce matin, qui était, quand elle parlait de la maladie chronique, et ça, je suis très d'accord avec ça, où finalement on fait une expérience de vie qui est existentielle en fait. On va tous avoir, pour un même handicap, pour une même disabilité, pour une même difficulté, on va tous avoir une façon différente de la vivre en fonction de notre personnalité, en fonction de nos propres dispositions, de nos ressources, de ce qu'on a vécu, de notre histoire. Et donc ça, je pense que c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et finalement, ça montre qu'aujourd'hui, si on s'écarte de la maladie, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, et pour reprendre les termes de Cynthia Fleury, finalement, la maladie n'a pas basculé du côté de la mort, mais du côté de la vie. Et ça montre bien qu'aujourd'hui, on sait soigner un certain nombre de choses, mais encore faut-il pouvoir l'accompagner dans le quotidien. Et en fait, on se rend assez vite compte que chacun développe ses propres habiletés au regard des difficultés qu'on va rencontrer. On avait parlé ensemble notamment des Jeux paralympiques en fait, hein, qui vont arriver dans pas si longtemps, où on se rend compte qu'il y a des gens pour qui il manque des membres, pour qui ont un handicap sévère, enfin qui ont une difficulté sévère ou une disabilité sévère en fait au niveau d'un de leurs membres, mais qui vont pouvoir avoir des performances qui sont tout aussi honorables, voire parfois plus honorables que les personnes qui sont dites normales entre guillemets. Et donc du coup, c'est là aussi ça m'intéresse, c'est comment ces personnes-là finalement ont réussi à prendre cette opportunité, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la restriction d'activité qui est due à la dépendance ou la déficience dont ils ont été victimes ou qu'ils ont acquis au cours de leur vie, une opportunité finalement pour développer d'autres types de compétences, d'autres types d'aptitudes et d'autres habiletés finalement pour faire face à tout ça. Donc c'était plus de cette manière-là, je pense qu'on peut essayer de voir les choses. J'ai en fait l'impression que ça nous invite à nous écarter de l'idée par la restauration ou la réadaptation qu'on va avoir une égalité de moyens pour faire quelque chose, pour aller directement viser des fins en fait. Les objectifs étant de trouver un épanouissement, on n'est pas obligé d'abord de restaurer et d'avoir tous les mêmes moyens pour accéder à cet épanouissement. On va continuer avec toi, Grégoire Pocheveux. Tu es kinésithérapeute à l'Institut Robert Merle d'Aubigné à Valenton, dans le Val-de-Marne, où tu pratiques tu pratiques la kinésithérapie notamment auprès de patients amputés qui vont être appareillés. Et tu as aussi fait des travaux académiques sur la pratique kinésithérapeutique, en particulier dans l'accompagnement des personnes atteintes de sclérose en plaques, dont on a pas mal parlé au cours des 2 jours.
Et donc, je voudrais savoir, à la lumière de ce qui a déjà été dit sur le paradigme, les disabilités, le fonctionnement, comment est-ce que dans la pratique du kinésithérapeute, on peut faire le pont entre l'accompagnement des personnes qui ont un handicap physique et l'accompagnement des personnes qui ont une maladie neurologique évolutive, et notamment comment résonne cette proposition d'entrer plutôt dans un paradigme de disabilité où on va recréer une nouvelle norme plutôt que d'essayer de restaurer vers une norme préexistante. Oui, bonjour. Alors, merci pour ta question, Alexis. En effet, il me semble que la proposition de Kevin, elle résonne vraiment de manière particulièrement pertinente dans le cadre des soins kinésithérapiques, puisque que ce soit par l'expérience que moi j'ai pu avoir ou celle que j'ai pu recueillir des thérapeutes que j'ai interrogés lors de mes travaux de recherche, en kinésithérapie, on cherche vraiment à laisser une place majeure à la recherche d'habilités récupérées ou maintenues. Et il me semble pertinent vraiment d'essayer de dépasser ce système de compensation et peut-être de résignation qui est associé aux maladies dites dégénératives. Alors pourquoi il semble pertinent de préserver justement cette recherche du développement des habilités ? D'abord, il me semble parce que nos savoirs pronostiques concernant les maladies neuroévolutives sont faibles. Il en existe des savoirs pronostiques pour des pathologies dont je dirais plus classiques, moins complexes que les maladies neuroévolutives, notamment les troubles musculo-squelettiques. Donc des modèles en fait, d'anticipation qui pourraient nous permettre de prévoir, avec prudence bien sûr, les perspectives d'évolution de ces pathologies. Pour la sclérose en plaques, par exemple, il existe des critères, mais dont on se rend compte qu'ils résistent très très peu à la pratique. Voilà, en effet, en pratique, on est souvent surpris, étonné, déçu parfois de ce qui va se passer à la suite d'une phase de poussée, à la suite d'une phase dite progressive. Donc voilà, surpris en termes de qualité, de récupération des habilités, de ce que les personnes peuvent développer pour récupérer soit ce qu'elles ont perdu, pour maintenir ce qu'elles ont encore. Voilà. Pourquoi on a de la peine à prévoir, à anticiper dans le cadre des maladies neuroévolutives ? C'est juste une hypothèse que je peux proposer. C'est peut-être parce que les catégories larges que peuvent être par exemple le handicap ou la sclérose en plaques contiennent vraiment en leur sein une hétérogénéité très très grande, dans le sens d'une diversité de situations, d'apparition des maladies, de symptômes et de leur retentissement. Voilà, d'ailleurs, je pense que la catégorie maladie neuroévolutive ne fait pas exception, puisque personnellement, c'est souvent que j'ai un petit peu de mal à... Je me demande pourquoi je mets dans la même catégorie le cas d'une personne de 30 ans avec les premiers symptômes de la sclérose en plaques et une personne atteinte de démence et de la maladie à corps de Lévy. Mais voilà, ces catégories-là, en fait, elles ont d'autres fonctions. Elles n'ont pas cette fonction de soins. Elles ont d'autres fonctions telles que, par exemple, mobiliser, reconnaître, faire se rencontrer comme aujourd'hui. Voilà, mais dans la pratique des soins, elles ont assez peu de valeur une fois qu'on a considéré la panoplie des symptômes qui sont associés à ces maladies, les précautions qu'il faut prendre. Et finalement, dans la pratique, sur le terrain, c'est vraiment qu'en confrontant les cas rencontrés, qu'en s'enrichissant des personnes qu'on a rencontrées, de leurs évolutions, qu'on pourra peut-être enrichir notre capacité à anticiper. Voilà, et donc cette difficulté à anticiper sur le terrain, elle pose de vrais malaises que j'ai pu ressentir aussi, notamment personnellement, notamment donc dans le cadre de la kinésithérapie, lorsqu'il s'agit d'apporter une réponse à une personne qui nous demande si elle récupérera cette capacité. Voilà, est-ce que je vais pouvoir remarcher sans cette canne qui m'est utile aujourd'hui? Et si ces questions elles se posent en pratique de la part des patients, il me semble, c'est notamment parce qu'elles s'accompagnent du besoin de savoir si elles doivent prendre ces décisions, puisque ces décisions doivent influencer leur choix aujourd'hui, que ce soit en termes de logement, d'activité professionnelle, d'activité physique, sportive. Voilà, donc je dirais que les patients veulent savoir s'ils doivent agir maintenant pour pouvoir mieux vivre demain. Est-ce qu'ils doivent acheter un logement adapté? Est-ce qu'ils doivent accepter la proposition d'un nouveau poste professionnel? Prévoir un voyage itinérant de quelques jours? Voilà, nous, les kinésithérapeutes, peut-être les autres professions aussi du secteur paramédical, sommes confrontés à ces questions. Et donc se pose vraiment de manière très concrète la question de la réponse aux questions pronostiques des patients, puisque ces questions conditionnent en fait les choix de vie des personnes qu'on rencontre.
voilà, donc pour synthétiser, je dirais qu'il existe un enjeu de préservation de l'espoir au-delà de la dégénérescence neuronale qui s'effectue et qui nous oblige à ne pas nous résigner, à chercher justement, comme le disait Kevin, à développer ses habiletés, en tout cas à développer ou à maintenir ses habiletés fonctionnelles. Voilà, donc ça justifié vraiment par la singularité de chaque maladie, je dirais. Donc peut-être pour des pistes un petit peu plus pratiques, pour ébaucher des pistes un petit peu pratiques, d'abord accepter de partager une incertitude tout en promettant un accompagnement. Voilà peut-être ce qui pourrait donner un sens à la prise en soin des patients en kinésithérapie et dans le milieu de la rééducation notamment. La notion d'accompagnement, il me semble, dont Valérie parlait tout à l'heure, en n'oubliant évidemment pas la dimension sociale de la vie avec ces maladies, mais aussi du rôle des professionnels de la santé et du soin. Voilà, donc je pense que c'est aussi la question que tu me posais, Alexis, sur la similitude entre le handicap physique et le handicap lié aux maladies neuroévolutives. Peut-être qu'il se joue ici aussi sur la nécessité de cette promesse d'un accompagnement. Il me semble que la promesse de cet accompagnement, elle est précieuse et que ce processus d'accompagnement, notamment, il ne doit pas être considéré comme une partie de la prise en soin, ni comme peut-être un bienfait contextuel, mais vraiment comme le corps de cette prise en soin, que ce soit pour des maladies neuroévolutives ou des handicaps, disons seulement physiques ou plus simples. Merci. Je voudrais aussi tout de suite te relancer sur le rôle social du kinésithérapeute, parce que on parle justement beaucoup du contexte, de l'environnement, et comment est-ce que les patients réagissent quand est-ce qu'ils ont l'impression que tu es dans ton rôle de kinésithérapeute quand tu n'es pas simplement dans la rééducation physique? Ouais, c'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment cet attachement du rôle du kinésithérapeute, peut-être de tous les autres professions de la rééducation, à s'attacher à l'aspect physique de la récupération de la personne, du handicap de la personne. Alors qu'aujourd'hui, on sait que, par exemple, pour les kinésithérapeutes, on va voir les patients 3 fois par semaine. Est-ce qu'il y a un autre professionnel qui voit plus ces personnes-là que nous? Pas toujours. Et donc, on a vraiment un rôle social à jouer dans ces prises en soins. Et c'est vrai que des fois, même les patients sont surpris et sceptiques, en fait, de dire c'est pas votre rôle, en fait, c'est pas à vous de faire ça. Et on peut aussi être confronté à ces difficultés-là, en fait. Et moi, ça m'évoque, on n'arrête pas de parler de pluridisciplinarité et de communication entre les professionnels et les différents points de vue. Et en fait, on se rend compte que c'est toujours assez cloisonné, et même finalement dans la tête des patients eux-mêmes. Là, je m'adresse à vous trois, hein, maintenant, n'hésitez pas à prendre la parole pour réagir à n'importe quel moment. On a aussi un petit peu ébauché la question de l'évaluation multidimensionnelle avec Inter-RAI. Je ne sais pas si, Valérie, tu veux en dire quelques mots de plus à ce propos. Juste dis-moi un petit peu le temps qui nous reste. Il nous reste 12 minutes. Oui, bon. Mais les autres ont le droit de parler aussi. Très bien, j'ai 12 minutes. Et maintenant, je ne lâche plus le micro. Non, je trouve ça très intéressant d'entendre un kinésithérapeute parler de son accompagnement. Et lui, en tout cas, on voit bien qu'il accompagne. Alors, normalement, vous êtes censé avoir un niveau d'expertise bien particulier sur le corps, les muscles, les os, etc. Et c'est là où on doit entendre ce genre de propos. Et chacun d'entre nous, dans nos niveaux d'expertise, on voit bien qu'on sort obligatoirement, on doit le faire. Hein, c'est pas uniquement le kiné qui va dire non, c'est bon, vous parlez pas, je vous fais marcher, je vous fais bouger les jambes, faites tout ce que tu peux faire et tu connais mieux que moi. Et à chaque fois, il y a quelque chose qu'il doit partager avec les autres acteurs de l'accompagnement. Alors, et tous les acteurs de l'accompagnement, alors on ne va pas les citer tous, mais évidemment les médicaux, les paramédicaux, mais tous les acteurs de la protection sociale qui, alors pour le coup, sont aussi cloisonnés d'un autre côté. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant d'avoir le prisme du fonctionnement. Alors, moi, je l'humanise, mais du fonctionnement de l'être humain à un moment donné de sa vie. Qu'est-ce qu'il fait?
qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux, de quoi il doit qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il veut le faire aussi. Et ce fonctionnement, il met en accord tous ces professionnels, et peut-être qu'il mettrait aussi en accord le monde médical, purement médical, le monde des chercheurs aussi, parce que il y a un impact là-dessus. Évidemment, ceux qui décident et ceux qui définissent ces politiques sociales. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié que tu sois là. Bon, on en avait parlé un petit peu avant, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui dépasse l'expertise quand on accompagne une personne qui est en situation de handicap. Qu'est-ce que tu me disais? Enfin, ça c'était pas, j'étais pas. Oui, une toute petite réflexion sur. Alors maintenant, je ne parlerai plus que d'habileté et de dishabileté, parce que d'un coup, ça m'a fait penser à quelque chose. Et concernant la maladie d'Alzheimer, on voit des personnes arriver. On leur fait des diagnostics, on pose un diagnostic, et on voit que probablement la maladie. Et ce matin, Sylvie Robert en parlait. La maladie a probablement commencé bien avant. Et tout seul, il a développé des habiletés qui compensaient les dishabiletés uniquement dues à la maladie. Et ça, je trouve que c'est magique quand on y pense, parce qu'on dit oui, bon, on n'a que 5 ans de retard de diagnostic. Mais non, parce que lui-même avait toutes ses ressources pour compenser qu'il ne pouvait pas faire par d'autres pas capacités, mais par d'autres fonctions, en les mettant en puissance 10, quoi. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vraiment une leçon que nous donne l'individu malade qui, inconsciemment probablement aussi, développe les trucs pour arriver à un moment, on a fait le diagnostic maintenant, tout simplement parce que grâce à des ressources personnelles, il avait masqué sa maladie à la société et parfois à ses proches. C'est intéressant, non? C'est chiant. Je ne sais pas si c'est forcément masqué, parce qu'on n'est pas forcément non plus conscient Oui. de toujours qu'il y a des troubles. Masqué à la société. Pardon? Il a masqué sa maladie aux autres, mais c'est très intelligent, c'est fabuleux. Oui. Mais je sais pas Il a eu 5 ans de sursis avant de rentrer dans le monde de la médecine. Pas mal. C'est pas mal. Après, moi, je rebondissais sur le côté pluridisciplinaire. Je ne pense pas qu'il y ait qu'une question de discipline, même de pluridisciplinarité. Je pense qu'on rentre vraiment dans la dimension de care, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que de tout à chacun, d'êtres humains avec d'autres êtres humains, et on l'a vu dans ce que disait Roger Gilles aussi à l'instant, avec l'empathie, et finalement de se dire que c'est juste une attention finalement portée à l'autre, et de voir comment est-ce qu'on peut dépasser un certain nombre de choses. C'est aussi poser la question, et en termes de rééducateur, finalement, c'est aussi de se poser la question, à la personne de comment est-ce qu'elle va arriver à ce résultat-là, et est-ce que c'est nécessairement par un moyen prothétique, ou est-ce que c'est en développant une autre manière de faire qui sera peut-être plus efficace que de simplement mettre une prothèse par rapport à la personne. Non, je sais pas, je pose la question du coup au kiné, quoi. Oui, bien sûr. Je pense que tu évoquais le cas peut-être des patients amputés avec lesquels je travaille en ce moment. Et on se rend compte, et ça va rejoindre le propos que Sylvie Robin tenait aujourd'hui, de ces personnes. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont malades ou pas? Je sais pas. En tout cas, elles sont en situation de handicap. Mais ça n'empêche pas, et il n'en est pas moins, que leur évolution, leur devenir aussi fonctionnel est incertain, au-delà du fait d'être malade ou pas. Et donc ça nous ramène quand même à notre propre vulnérabilité, à être face à une incertitude qui peut subvenir d'un jour à l'autre aussi. Dans le sens où il me semble que cette incertitude du devenir et de cette difficulté à anticiper, elle est présente chez tous, elle peut naître chez tout le monde. Et donc, on ne doit pas essayer, je pense, d'y faire face en s'armant de certitude, mais plutôt en essayant d'assumer, de partager cette incertitude et d'assumer une vulnérabilité partagée avec la personne qu'on rencontre.
Je voudrais revenir tout à l'heure sur ce qu'on disait sur la surprise des patients. Parfois, quand les professionnels semblent aller en dehors de leur rôle qu'on leur attribue. Grégoire, tu me disais en dehors de la table ronde que parfois les patients voulaient juste restaurer, en fait, voulaient se rétablir à leur état antérieur. Et là, on parle d'une manière complètement différente de penser où finalement on abandonne l'idée de se rétablir et on doit créer de nouvelles normes. Et donc j'ai presque envie de poser cette question un peu provocante, qui est est-ce que c'est vraiment ce que les patients attendent qu'on leur dise non, il faut créer de nouvelles normes, vous ne retrouverez pas votre état? Est-ce que c'est presque peut-être un peu paternaliste de notre part de les inciter à changer de modèle et à abandonner cet idéal de rétablissement? Allez, Grégoire. Ouais, je vais commencer par répondre, mais vous pourrez compléter. Je dirais que si les patients arrivent avec ces attentes-là, c'est aussi parce qu'on les a façonnées peut-être en amont. Il ne s'agit pas de dire que bon, on ne retrouvera pas, c'est pas grave, il va falloir vous adapter. Il s'agit aussi de se dire que comment on va réussir à faire comprendre que bah, voilà, le fait de se rétablir, que maintenant ce sera plus la même chose, mais qu'on va pouvoir quand même avancer sans justement, enfin comment aussi comment on peut en fait se permettre de dire ça sans avoir de certitude. C'est ça vraiment l'enjeu qui se pose en pratique en fait, qui nous heurte et qui nous pose difficulté. J'ai pas de piste plus concrète vraiment de réflexion. Il faudrait faire des cas, peut-être des cas cliniques très concrets, mais voilà, c'est la question qui se pose en pratique. Moi, de mon point de vue, je pense qu'on ne peut pas être vraiment si déterministe que ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de refuser une compensation prothétique, par exemple, mais c'est vraiment donner le choix à la personne et lui donner de l'opportunité, surtout, de pouvoir développer une autre habileté, de pouvoir développer une autre stratégie, de lui donner plusieurs solutions possibles. En fait, qu'il n'y a pas une seule solution. Et je pense qu'en fonction des personnes, on aura différents choix aussi par rapport à ça. Et ça, je pense que c'est éminemment important finalement de pouvoir travailler à ça. Je pense qu'il y a vraiment toutes ces notions adaptatives qui est très très importante. Et on est tous dotés de cette intelligence qui nous permet de nous adapter. Et on le fait tous les jours, relativement inconsciemment. Mais dès lors qu'on rencontre une difficulté, on cherche une autre stratégie pour contourner cette difficulté-là, pour atteindre notre but. C'est ni plus ni moins la même chose. Alors, à un degré plus important, certes, parce on fait vraiment face. Alors, ça peut être une amputation, ça peut être des difficultés plus importantes, mais finalement, c'est quelque chose qui, je pense, est assez importante. Et c'est en ça que finalement, on peut parler d'efficacité, finalement, d'arriver à un but de façon aussi rapide, par exemple, que tout ça, mais on peut parler aussi de toute cette dimension corporelle aussi. Enfin, quand je parle de corps, finalement, je parle de psyché et de soma. Moi, je ne fais pas la différence entre les deux. Les deux, il y a une unicité dans la psyché et le soma. Donc, du coup, finalement, c'est vrai qu'on va vraiment chercher à compenser, mais à détourner, à trouver d'autres stratégies, finalement, pour atteindre nos buts. Et là, du coup, il y a vraiment une panoplie de choix, en fait. Il y a beaucoup de choix qui sont possibles, en fait. Et en fait, moi, je repense à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, par rapport aux personnes qui sont atteintes de d'Alzheimer, oui, on peut parler de handicap cognitif, si on doit parler de handicap, mais en tout cas de difficultés cognitives. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que dès lors qu'on retire, par exemple, le rythme institutionnel, qu'on se retrouve dans un rythme normal, avec les ressources normales de l'environnement, tout d'un coup, on va trouver ces stratégies-là, c'est-à-dire que on va reprendre corps dans notre environnement, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est relativement important. Et dès lors qu'on laisse libre cours, finalement, à ce corps dans l'environnement, en fait, ce qu'on observe tous les jours avec ces personnes-là, et que dans les séjours que je fais dans les Airbnb, où j'envoie les professionnels et les personnes âgées avec une maladie neuroévolutive ensemble, on revoit réapparaître des sourires, on entend des rires aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement important. Bref, en fait, on se rend compte que l'émotion s'exprime dans tout ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Donc, vraiment, tout est lié, en fait, dans tout ça. Et cette dimension de choix, elle doit prendre en compte l'individu dans sa globalité, dans son environnement, avec ses propres normes, avec ses propres valeurs. Tu veux Oui, réagir là-dessus je reviens sur une minute, parce qu'on a un En timing combien très serré. 2 minutes? Une minute. Une minute, ouf.
Non, parce que tu as évoqué l'interdisciplinarité, la multidisciplinarité. Il ne faut pas la négliger, cette interdisciplinarité, cette multidisciplinarité, parce que ça donne un sens à l'accompagnement qu'on fait. Alors, et je crois que pour ne pas la négliger, pour qu'elle existe réellement, pour que nous tous, on aille dans le même sens. Parce que tu disais, qu'est-ce que je dis à ces patients? À ces patients, on leur dit, vous avez des difficultés, vous avez des choses que vous ne faites pas très très bien, mais en revanche, faisons aussi le bilan de vos ressources, parce que des ressources, vous en avez jusqu'à la fin de votre maladie, et ne serait-ce qu'on entendait parler des émotions. Je crois qu'on a, donc dans cette multidisciplinarité, il faut vite que je dise le mot de la fin, il faut qu'on partage l'évaluation des personnes, et qu'on les partage avec elles-mêmes, parce qu'elles sont capables de dire ce qu'elles ont, elles sont capables de dire ce qu'elles font, elles doivent participer à cette évaluation multidimensionnelle du fonctionnement. Et je suis désolée, mais il faut que je le dise, vous avez des outils à votre disposition qui s'appellent les outils Interrail, qui permettent de faire des évaluations multidimensionnelles interprofessionnelles, qui permettent après, avec les personnes, avec leurs proches, de définir les besoins, de définir ce qu'elles sont, ce qu'on leur propose, qu'elles vont accepter, qu'elles ne vont pas accepter, de suivre tout ça, de définir des politiques. Donc ces outils-là, ils sont à votre disposition et ils sont partageables sans enlever vos niveaux d'expertise, mais pour que tous ces gens qui accompagnent le handicap ou ces maladies neuroévolutives, ils puissent partager quelque chose, parce que si les patients disent à un kiné « Tiens, je ne savais pas que vous pouviez m'écouter et améliorer mon moral », c'est bien parce qu'on est ancré dans le kiné fait ça, l'assistante sociale fait ça, le chercheur, il cherche, le psychologue, il accompagne l'âme et le mental, etc. Mais on a tous... on doit donner ce sens pour les personnes, parce que sinon ça ne veut rien dire, et on voit bien qu'ils comprennent plus ce qu'on fait, et on fait un bilan des ressources avec des outils Interrail adaptés à toutes les populations et à toutes les maladies. Et moi, juste vraiment en 2 secondes, je pense que Non, si je veux le dire, je suis désolé, je veux le dire. Non, mais je pense que l'idée finalement, c'est vraiment de miser sur les compétences et sortir du côté de dépendance des personnes. C'est vrai que c'est plus difficile d'évaluer des compétences que les dépendances. Et aujourd'hui, on sait mieux évaluer les dépendances et moins les compétences. Donc, faisons là-dessus et misons là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, merci beaucoup à nos intervenants. C'était effectivement très éclairant sur cette logique de l'accompagnement et cette dimension très importante que le paradigme du handicap a permis de penser dans les maladies neuroévolutives. Voilà.